Guilhem Cabestan a été touché par la démission de Johanna. Il s'agit même d'un véritable crève-cœur pour l'avocat. Consciente que Johanna a besoin de savoir que son oncle lui fasse confiance, Elisabeth conseille à Guilhem de se battre pour qu'il reste, mais aussi de lui faire une très belle proposition financière. Sur les conseils de son ex-compagne, Guilhem fait son mea culpa auprès de Johanna. Il reconnaît ses torts et lui présente ses excuses. Guilhem souhaite qu'ils continuent de travailler ensemble. C'est pourquoi il propose à Johanna de lui céder 10% de ses parts et de reprendre le cabinet quand il partira à la retraite. Johanna a besoin d'y réfléchir avant de lui donner une réponse. Guilhem confie à sa nièce qu'il serait très malheureux si leur collaboration venait à s'arrêter. Mais Johanna rêve de pouvoir monter son propre cabinet et d'avoir ses propres clients. Et Richard Daumier lui fait justement visiter des locaux. Johanna est sous le charme, mais elle pense ne pas pouvoir s'offrir de tels bureaux. Et comme Daumier croit en elle, il est prêt à se montrer moins transigeant sur le loyer. Elisabeth donne une mission à Myriam à la tête de Elle Cosmétiques. Elisabeth Bastide veut redresser les comptes. Gary Legrand lui présente les chiffres du service commercial. La crème Nectar Marin retient l'attention de la femme d'affaires. Elle aimerait comprendre pourquoi cette crème pour les mains se vend aussi mal. Le directeur commercial l'ignore et lui suggère d'arrêter sa production pour faire des économies. Venue apporter à Elisabeth des documents à signer, Myriam pense que ce serait dommage. En arrivant à Elle Cosmétiques, Myriam a essayé les différents produits et elle a gardé un superbe souvenir de cette crème Nectar Marin. Aux grandes dames de Gary, Elisabeth donne à Myriam une mission, réaliser une enquête de satisfaction sur ce produit. Cette dernière accepte avec plaisir. Et elle demande à Kira d'être sa première testeuse. L'adolescente lui fait des remarques pertinentes sur le packaging. David Provin, nouvelle victime collatérale. Agnès Leclerc a été convoquée au commissariat. Entendue par Alex Lévy et Clément Becquet, elle leur confirme que Jérôme Marquand était au cinéma où elle travaille mardi entre 11h et 15h. Le fils de Maurice a assisté à 2 séances de cinéma à la suite. Il a même dit au revoir à Agnès Leclerc en partant. Interrogé par le commissaire Becquet, Jérôme ne se souvient pas du nom du film qu'il a vu 2 fois. Traumatisé par la mort de Lila, le militaire ne fait que penser à sa sœur. Et il explique au commissaire que le cinéma lui permet de pouvoir mettre sur pause son cerveau. Les policiers tentent un coup de bluff auprès de Maurice Marquand. Ils lui laissent entendre que Jérôme couvre une tierce personne, peut-être Fabrice, le petit ami de Lila. Mais Maurice rejette cette éventualité. Fabrice et Lila n'étaient plus ensemble depuis 1 an et il aurait quitté la région pour refaire sa vie avec une autre personne. Yann Cross-Buffet indique à Maurice que son fils va être mis en examen pour assassinat et qu'il risque 30 ans de prison, mais Maurice leur assure ignorer qu'il aurait pu vouloir venger la mort de sa fille. Le commissaire Becquet est contraint de relâcher Jérôme Marquand. Lucille aborde le militaire à la sortie de sa garde à vue devant le commissariat. La journaliste en herbe aimerait lui poser des questions, mais le militaire ne parle pas à la presse. Lucille insiste, elle aimerait connaître son avis sur les décès des témoins de l'affaire de Lila. Mais Jérôme se braque. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde s'intéresse à ces 3 individus alors que sa sœur est morte dans l'indifférence générale sans que personne ne bouge le petit doigt. Il demande à Lucille de le laisser tranquille. Colette Janton découvre aux informations que le principal suspect dans la mort de son mari a été relâché. Elle est angoissée. De son côté, Maurice Marquand confronte son fils. Jérôme finit par lui avouer qu'il s'est arrangé pour que l'enquête se concentre sur lui afin de faire perdre du temps aux policiers. Le militaire voulait que le tueur continue de s'en prendre aux témoins. Jérôme assure à son père qu'il ne connaît pas le tueur. À l'hôpital, David déplore que la police n'ait pas mis les témoins sous protection policière. Jeanne et Lévy assurent à l'infirmier et à Yasmine que la police met tout en œuvre pour faire avancer l'enquête. À la fin de sa garde, David rejoint le parking, son casque audio sur les oreilles. Le conducteur d'une voiture verte fait vrombir le moteur. David se retourne. La voiture fonce à vive allure sur lui. David crie non, non mais le conducteur ne